Bonsoir tout le monde, bienvenue pour le lancement de la 3e saison de votre émission Kaboom, la seule émission sur l'univers du 9e art, diffusée en direct depuis notre vaisseau, actuellement en orbite, autour de la Terre. Pour cette première émission, nous partons à la rencontre de Denis Bajram dans le cadre de la très attendue sortie du tome 2 de Universal War 2. Allez, avant de partir sur Terre, retrouver Denis dans son atelier, on lance pour la première fois dans Kaboom la séquence Actu. On débute cette séquence actu avec David Solomon alias Soda, nous l'avions quitté il y a 9 ans, il est de retour pour une 13e aventure qui sortira en novembre prochain, avec toujours au scénario Tom, côté dessin on notera l'arrivée de Dan. Nous les avions rencontrés début d'année pour la fin du triptyque Le Pilote à l'Edelweiss, Yann et Hugo sont de retour avec une nouvelle série, toujours plus 5 et charme, Angel Wings. Rayon Expo, on notera les dessins du studio Ghibli à Paris, l'occasion de découvrir pour la première fois en Europe 1300 dessins des maîtres de l'animation, Takahata et Miyazaki. Plus près de chez nous, aux Beaux-Arts de Bruxelles, l'expo Tardy et la Grande Guerre, Jacques Tardy, un des auteurs de BD les plus célèbres et respectés, qui vient d'être distingué aux USA avec le prix Will Eisner de la meilleure BD étrangère pour Putain de guerre. En marge du festival BD de Bruxelles, on note la remise des prix Saint-Michel pour le meilleur album Paul Cowe et Wilfried Dupano avec Les Vieux Fourneaux, meilleur album néerlandais pour Serge Bakken avec Sugar et une mention spéciale à Louis Jor et son premier album, Canopée pour le prix de l'avenir. Pour les amateurs de manga, de comics et tous les autres, rendez-vous à Facts, la plus grande convention du Benelux, au Flanders Expo de Gand les 18 et 19 octobre prochains. On en profite pour annoncer la sortie de la très belle et très bonne revue 64 pages qui prend le pari d'offrir un tremplin aux jeunes auteurs, un trimestriel de, vous l'aurez compris, 64 pages. Enfin, coup de tonnerre, dans l'univers des super-héros, Captain America devient noir et Thor change de sexe. Oula, ça bouge chez Marvel, je me demande bien ce que Milo Manara en pense. Allez, voilà, c'est fini pour les news, retour sur Terre, direction Bayeux. Denis Bajram nous revient donc avec le second tome de Universal War 2, difficile de résumer les deux premiers cycles sans spoiler. Allez, on tente quand même. Universal War 1, le 21e siècle, lutte dans le système solaire entre le gouvernement central des Terres-Unies et les compagnies industrielles de colonisation. L'escadrille Purgatory menée par le charismatique Kalish va tenter de percer le secret d'un mystérieux phénomène apparu au-delà de l'orbite de Saturne. 13 ans après la première guerre universelle, où nous mènera donc Universal War 2 ? Universal War 2, c'est un problème de SF que je n'ai pas du tout abordé dans Universal War 1, qui est la rencontre avec les autres habitants de la galaxie. Dans Universal War 1, les humains jouent avec des choses assez démesurées, capables de dévorer une étoile ou des étoiles. Il y a des gens à qui ça ne plaît pas. Dans Universal War 2, c'est la confrontation avec cet autre. Dans le tome 1 d'Universal War 2, on découvre la civilisation de Canaan, mais de loin, parce qu'on est sur Mars. Ces gens occupent Mars, essayent de faire ce qu'ils peuvent dans les séquelles de la Première Guerre universelle. Le tome 2, on retourne sur Canaan et on va découvrir que cette civilisation qui est présentée comme le truc ultime depuis la fin d'Universal War 1 est tout aussi en danger que le reste. J'en dirai pas beaucoup plus parce que c'est un album très spectacle. Autant le premier était assez noir, assez violent. Le second, il y a un côté un peu hollywoodien, assez volontaire que j'avais dans le synopsis d'origine, parce que j'ai des comptes à rendre avec Akira, par exemple, la destruction de Neo-Tokyo, avec la destruction de Paris et Londres dans Blake et Mortimer, et ce genre de choses. J'adore le grand spectacle, catastrophe, etc. Et j'avais vraiment envie de faire un album comme ça. Alors il y a une grosse surprise dans le tome 2, puisqu'il y a quelque chose qui paraissait impossible au niveau des personnages qui a lieu. Mais je ne peux pas en dire plus, mais les lecteurs du W1 devraient être très contents. Franchement, Denis, comment se lance-t-on dans un projet aussi démesuré ? C'est pas un projet, on va dire, qui a été mûri très longtemps en tant qu'histoire de scénario. Bien au contraire, j'ai écrit 18 tomes en quelques semaines. En même temps, c'est évidemment mûri depuis très longtemps, puisque c'est toutes les passions que j'avais en SF et dans d'autres domaines. Théologie, politique. À l'époque, on était en plein dans le début de la mondialisation et des questions que ça posait, etc. J'ai écrit Universal War 1, 2 et 3 dès le démarrage en 97. C'était une espèce de moment un peu de folie comme ça où j'ai écrit les 3 histoires. Donc c'est vraiment une seule histoire pour moi. Universal War 1, c'est l'échelle du système solaire. Universal War 2, c'est l'échelle de la galaxie. Et j'en dis pas plus parce que la suite n'est pas pour tout de suite, donc on va garder quelques cartouches. Mais on va comprendre que la focale va encore, changer.
Quand j'ai conçu Universal War, j'avais une envie de grandes scènes d'action, de grandes images de SF, de choses très spectaculaires comme ça. Et puis, il y avait aussi la part en moi qui veut parler d'humanité. Ces histoires à grand spectacle, je les racontais du point de vue d'êtres humains qui sont très proches de nous. Je crois que je ne suis pas capable d'inventer, au sens où sortir absolument quelque chose du néant. Je m'inspire que de la réalité. Les personnages, c'est tous moi ou des gens que je connais. Alors évidemment, c'est des dérivés. Par exemple, Kalish me ressemble c'est moi plus intelligent, plus violent, plus grandiloquent, plus gros. Mais Balti, qui peut paraître très éloigné, c'est mon côté grande gueule héroïque. C'est ce côté un peu grand scout débile que j'ai mis dans ce personnage. Alors à chaque fois, c'est une version hypertrophiée, radicalisée d'un bout de ma personnalité, ou éventuellement de quelqu'un que je connais, quoi. 6 ans entre les deux cycles, franchement, c'était pas un peu long? Il s'avère que j'ai eu des critiques assez dures à une époque sur des histoires de racisme supposé, parce que j'avais un personnage arabe, donc inévitablement des gens commençaient à étudier quel était son comportement, plutôt que de réaliser que c'était un des premiers personnages arabes de l'histoire de la BD, mais bon, c'est pas grave. Ça m'a un peu bloqué. Après, il y a eu le 11 septembre, j'ai complètement bloqué, où j'avais été beaucoup secoué de me retrouver à dessiner une destruction de New York en même temps que les événements du 11 septembre. Je me suis retrouvé déjà à avoir des arrêts de 6 mois, puis 2 ans dans le travail. Quand j'ai fini Universal War 1, au bout du tome 6, j'étais vraiment épuisé. Je sentais qu'il fallait que je fasse une pause. Il y avait besoin d'arrêter de faire des vues spatiales, de la boulonnerie spatiale, des vaisseaux, des choses comme ça. Mais il y avait aussi le besoin d'arrêter de me poser des questions. C'est pour ça que j'ai sauté sur l'occasion de travailler sur les idées de Valérie Mangin, mon épouse, qui a été donc la scénariste de Trois Christ, et avec qui on a co-scénarisé l'album d'Abîme qu'on a fait ensemble, parce qu'en étant sur ses idées et sur son travail à elle, mes seules problématiques étaient artisanales. Bien traduire en images et en narration ses idées à elle. Ça a duré 4 ans, 5 ans, et puis l'envie est revenue, parce que Universal War, c'est moi. Hein. Ça me ressemble terriblement, c'est mes passions de gosse, mes personnages sont très proches de moi, comme je le disais. Enfin, donc voilà, l'envie est vraiment revenue, et c'est à ce moment-là que j'ai essayé de m'y remettre, quoi. Denis n'a que 8 ans lorsqu'il commence à dessiner ses premières BD, s'ensuivent une série de découvertes en BD franco-belge et en comics qui ne le laisseront pas indifférent. Moi je suis un fils nourri à 2 mamelles pour la BD. Il y a Hergé, Tintin, qui est la première BD que j'ai lue quand j'étais gosse, et qui reste vraiment quelque chose de très important pour moi. Pour moi, c'est le maître en narration, quoi. Donc voilà, je suis fils de la franco-belge, mais plutôt par Tintin et par Jacobs, que j'ai découvert un peu après. Filiation qui a continué avec les Skuyten, Tardy, mais bon, Tardy dans mon boulot, ça se voit pas. Mais par exemple, voilà, Les Cités Obscures de Peter Skuyten, c'était un album qui m'a... J'avais lu La Tour quand j'avais 16 ans, je pense. C'est un album qui m'a fait réaliser qu'on pouvait faire de la bande dessinée grand public très pointue. Avoir le mélanger genre, chose que j'essaie de faire maintenant. Et puis à l'autre côté, tout à l'inverse, c'était les comics de super-héros. Je crois que j'ai lu mon premier comics à la fin des années 70, et c'était des histoires avec les personnages qui sont à la mode en ce moment, les Thanos, etc. Des histoires de super-héros galactiques, et ça m'a retourné. En tant que gosse, j'ai vraiment découvert un monde que je ne connaissais pas et qui était fondamental. Scénariste, dessinateur et même maquettiste de ses albums, Denis Bajram ne serait-il pas un petit peu control freak? Je suis plus que control freak, hein. C'est le stade au-dessus, je ne sais pas comment ça s'appelle. L'œuvre en bande dessinée, c'est l'album. À chaque fois que quelqu'un rentre dans une librairie et achète un tome d'Universal War 2, il achète l'œuvre que j'ai faite. Tout ce qu'il y a avant, entre le moment où j'ai eu la première idée et l'album imprimé que n'importe qui peut acheter, c'est des déchets de production. Quelque part, c'est la différence entre les arts pop et les grands arts. Les arts pop, n'importe qui peut acquérir l'œuvre. Donc le seul but, c'est de réussir parfaitement cette œuvre pop finale. Pouvoir contrôler toute cette chaîne de fabrication en dessinant, en informatique, en maîtrisant les rendus dès la première minute, etc. C'est formidable parce que je contrôle l'œuvre finale. Il n'y a que ça qui compte, l'œuvre finale. Donc en ça, je suis contrôle freaks, mais ce que je ne comprends pas, c'est que les autres ne le soient pas. Or, je vois quand même beaucoup de gens qui lâchent là-dessus parce qu'ils disent « je ne peux pas contrôler la technique, je ne peux pas contrôler l'imprimerie, etc. » Alors qu'aujourd'hui, grâce à l'informatique, on peut le faire. Donc c'est absolument génial, quoi. En 2008, la série Universal War s'exporte outre-Atlantique par l'intermédiaire de Joe Quesada, alors rédacteur en chef de l'usine à super-héros Marvel. Une bonne nouvelle n'arrivant jamais seule, c'est grâce à ces publications qu'un producteur découvre l'univers de Universal War,
combats spatiaux, paradoxes temporels et destin de l'humanité, ce serait pas mal sur le grand écran, non? Alors le film Universal War 1, on en est au stade de l'option, c'est-à-dire qu'il y a un producteur qui a réservé les droits et qui essaye de monter le projet. Donc il y a beaucoup d'argent sur la table, vraiment beaucoup. Il y a une envie et l'argent pour faire une coproduction internationale. On est en train d'accoucher du scénario hollywoodien. C'est les 6 tomes en un film. On est pour ceux qui ont lu Universal War 1, c'est un sacré travail de scénariste de réussir à faire ça. On a un cadre du scénario américain qui est en train de travailler dessus. C'est long, c'est difficile. On lui a déjà refusé une première version, enfin c'est normal, hein, mais et il retravaille. Et donc pour l'instant, voilà, on attend de voir s'il va réussir à faire ce tour de magie, ce tour de passe-passe, de convertir mes 6 tomes compliqués en un film compliqué. Voilà, cette première émission de la saison est terminée. Petite nouveauté cette année, tant que mes conditions salariales ne seront pas revues à la hausse, j'ai décidé de ne plus exploser. Allez, on se retrouve le mois prochain. Qu'est-ce que c'est que ce truc ?